Le Mystère 4A est un avion particulier dans l'histoire de l'armée de l'air française parce qu'il fut le premier à passer le mur du son. Certes en piqué, mais supersonique tout de même. Le Mystère 4 numéro 299 du CAEA fit son premier vol le 26 novembre 1956 à Mérignac et son histoire mêle à la fois la patrouille de France et la formation des pilotes de chasse. D'ailleurs, c'est un jeune pilote qui va nous en parler. Je suis rentré dans l'armée en 1961, en mai 1961, pour être pilote de chasse. Je faisais partie de la promotion 61G. J'ai piloté donc cet avion en juin 63 jusqu'en février 64. À Tours d'abord, où j'ai été breveté en juillet 63, et ensuite à Nancy, où j'ai terminé ma période de chasse. J'ai volé à l'escadron 3-7 Languedoc à Nancy en même temps que la patrouille de France. Et c'est pour ça que j'ai volé sur les avions de la patrouille de France et les avions du 3-7 en même temps. J'ai volé sur cet avion-là, le 299, en février 64, avec l'adjudant-chef Legros, qui faisait partie de la patrouille de France. Comme en témoigne le carnet de vol d'Alain, il a volé sur cet avion le 4 février 1964, avec pour leader l'adjudant-chef Legros, qui, en 1957, fut un des 5 premiers pilotes de la première patrouille de France sur Mystère 4. En juillet 1957, il fit la une du journal Aviation Magazine avec ses coéquipiers. À cette époque, le 299 arborait les couleurs de la patrouille de France, comme ceci, parmi lesquels il se trouve. Il faisait partie des 4 mystères à avoir couvert toute la période de la patrouille sur Mystère 4, de 1957 à 1964. Les mystères de la patrouille de France étaient utilisés aussi bien pour les présentations que pour les missions opérationnelles. Et c'est pour cette raison qu'Alain Piquemal a volé sur ces appareils pendant sa formation. Cet avion avait la particularité d'avaler des gravillons qui détérioraient le compresseur. Donc on mettait des grilles sur l'entrée d'air au roulage et on les enlevait pour le décollage et on les remettait à la fin quand ils se posaient. On remettait les grilles pour le roulage au sol, pour qu'ils rentrent au parking. Le Mystère 4 était motorisé par un réacteur Hispano-Suiza Verdon de 3500 kg de poussée, sans post-combustion, qui lui manquait pour atteindre Mach 1 en palier. Ce réacteur était encastré dans la partie arrière du fuselage, qui était amovible, permettant ainsi un accès facile. Cette trappe de visite permettait l'accès au branchement interne, et si elle était si grande, c'était pour permettre à un homme entier de s'y faufiler pour débrancher les connexions entre l'avant et l'arrière pour permettre la séparation. La jonction entre les deux parties du fuselage était réalisée au moyen de 8 attaches tout autour du cadre du fuselage, sur la section arrière ici en vert, et sur la section avant, ici aussi en vert. Pour chaque attache, une petite porte d'accès comme celle-ci permettait assez facilement de boulonner ou déboulonner les fixations depuis l'extérieur. Cet avion faisait partie d'un lot qui a été financé par les Américains, 225 avions, qui ont été prêtés à la France pour former les pilotes. Chose que nous, les jeunes pilotes, on ne savait pas. Cet avion était équipé de 2 canons de 30 mm, des DEFA de 30 mm, qui avaient été copiés sur un canon allemand Moser 213, et ça tirait des obus de 30 mm à raison de 1200 coups minute. On avait 125 obus par canon, ce qui nous faisait une durée de tir de 10 secondes. Lors de la 5e séance de pilotage du Mystère 4 à Tours, on allait passer le mur du son. On était sous le contrôle de Raki Radar et on montait à 40 000 pieds sur l'île Dieu. Moi, je suis monté à 42 000 pieds et j'ai passé retournement, piqué 45 degrés, plein pot, Mach 1,06. Je suis remonté en altitude et j'ai repassé le Mach à 1,02. Bien sûr, on passait le Mach
sans s'en rendre compte, en combat, exercice, et on repassait. Nous, on n'avait aucune sensation dans l'avion. Lors de la mise en route de l'avion, on avait un interrupteur qui est situé ici. On fermait la verrière jusqu'à 2 cm. On faisait notre checklist, la mise en route, et on roulait. Arrivé sur la piste, on avait une autre checklist qui nous demandait de fermer la verrière pour le gonflage du boudin. Ce que j'ai oublié. J'ai décollé avec la verrière ouverte de 2 cm. L'altitude, tous les 5000 pieds, on avait des checklists à voir, et l'altimètre cabine était le même que l'altimètre. Donc ça veut dire que je n'avais pas fermé la verrière. Et je m'en suis rendu compte à 15 000 pieds. Et là, j'ai demandé à mon leader ce que je devais faire. Il m'a dit retourner au terrain. Sur Mystère 4, la caractéristique de cet avion est qu'il n'était pas ravitaillable en vol. Donc, on n'avait que les pleins internes de l'avion, ou bien avec les bidons, ou bien le fuselage. On devait surveiller son pétrole sur un seul instrument, en bas à gauche de la cabine. Et donc, on le surveillait toutes les 10 minutes pour savoir si la vidange des différents réservoirs se faisait normalement. Sinon, eh ben, on rentrait au terrain rapidement. Cet avion consommait 40 kg à la minute en basse altitude ou 20 kg à la minute à 30 000 pieds. Le siège éjectable que nous utilisions à l'époque était un SN Caso 95 et non pas un Martin Baker qui y a eu ensuite. Le SN Caso 95 était limité en vitesse à 210 nœuds. Il fallait avoir au moins 210 nœuds et 1500 pieds en altitude. En dessous, on n'avait pas de chance de s'en tirer. Mais par contre, sur le parachute, on avait un système 0 secondes ou 2 secondes. 2 secondes, c'était pour le vol normal, et 0 secondes, c'était pour le vol, justement, dans cette tranche inférieure. Et 0 secondes, c'était pour la séparation du siège et du pilote instantanée. Le 1er février 1964, la 8e escadre de chasse fut créée et le 299 y fut affecté. Le 4 février, Alain Piquemal fit un aller-retour Nancy-Dijon sur cet avion. C'était donc un des derniers vols, voire le dernier vol du 299 sous les couleurs de la patrouille de France. Plus tard, on le retrouve à Cazaux avec l'immatriculation 8 Mike Juliette aux couleurs du 1-8 Saintonge, où il va rester jusqu'en décembre 1979. Et il y finira sa carrière opérationnelle avec l'immatriculation 8 Mike Romeo, après quoi il a été cédé au Musée de l'air et de l'espace du Bourget, puis au CAEA à Mérignac en 1993, là où il est né. Après la chasse, je suis passé dans le transport, sur Nord Atlas, et ceci est une autre histoire.